j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente parce que ce n'est pas un vlog. Je vais répondre à toutes vos questions. Il y a quelques jours, j'ai posté une boîte à questions en story de mon compte Instagram. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire ça, de répondre à vos questions, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas déjà, je m'appelle Noémie, j'ai 37 ans, bientôt 38. J'approche doucement de la quarantaine. Oui, oui. Je vis à Amsterdam. Ça fait 6 ans bientôt déjà. Et avant ça, j'ai vécu 3 ans au Japon, où j'ai rencontré mon mari. Et nous avons 2 petites filles. Ma fille aînée, Lily Rose, a 4 ans et demi. Et ma deuxième, Lila May, a 21 ou 22 mois. Bientôt 2 ans, en mars. Voilà pour résumer. Et moi je suis la fondatrice de la boutique de papeterie et objets japonais qui s'appelle Monoe. Et je suis aussi créatrice de contenu donc sur mon compte Noémie Memories et sur cette chaîne YouTube. J'ai tout écrit dans mon carnet. J'ai repris toutes vos questions. Donc cette vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue. Je vais essayer de faire au plus court pour voilà. De toute façon, si un sujet vous plaît pas, vous passez la question. J'ai regroupé quand il y avait des questions similaires. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc on commence par la première question. Qui est: comment vas-tu? Es-tu heureuse en ce moment? Et t'es-tu remise de ton burn-out parental? Voilà, j'ai regroupé ces 3 questions parce qu'en gros, c'est sur mon bien-être. Et je vous remercie de vous en inquiéter. Comment je vais? Alors, si on parle juste de maintenant, je suis pas au top du top. Ça fait 1 mois que je suis malade. Là, je sors d'une 2e grippe. Mais alors, celle-ci, ça a été... J'ai jamais été aussi malade de ma vie, franchement. J'ai cru que j'allais devoir être hospitalisée. On a tous les 4 été malades. C'est très dur, je parle encore du nez. C'est le premier jour là où je retravaille depuis 1 semaine. Donc voilà pour niveau virus de l'hiver. Sinon d'un point de vue général, on va dire mental, etc. Comme je l'avais expliqué dans le premier vlog que j'ai posté cette année, la fin d'année 2024 a été assez dure. Mentalement, physiquement, j'ai refait un petit burn-out avec la préparation des collections de Noël pour Monoe. Je bossais 7 jours sur 7. Je suis retournée dans mes travers de plus prendre de temps pour moi, de bosser tout le temps. Et en fait, clairement, voilà, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas bon. C'est pas pour rien qu'on a besoin de repos. Donc là, j'essaye de remonter tout doucement la pente. Ces virus ne m'aident pas. J'essaie vraiment de prendre ce temps pour moi. Là, je voulais sortir des collections pour Monoe. J'ai accepté que voilà, là, ce n'était pas possible. J'étais malade, donc j'ai reculé. C'est difficile parce que du coup, c'est aussi des revenus qui ne rentrent pas. Donc moi, ça me met en difficulté financière. C'est ça le problème quand on est indépendant, quand on est à son compte. Si on travaille pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc c'est toujours difficile, mais concrètement, je ne pouvais pas travailler, j'ai préféré prendre le temps de me reposer et de vraiment guérir pour être de retour vraiment pour de bon. Donc voilà, et concernant le burn-out parental, parce qu'en fait c'était pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque, après mon accouchement de ma 2e fille, j'ai vécu 9 mois. Déjà ma grossesse avait été très très intense et les 9 premiers mois de sa vie, en fait donc j'allaitais et elle allaitait, elle mangeait toutes les heures et elle ne dormait qu'avec moi. Donc ça a été très très dur. J'ai dormi moins de 3 heures par nuit pendant 9 mois. J'étais au bout du bout, j'étais un zombie. Mon mari Chou se demandait comment j'étais en vie. Moi aussi, franchement ça a été vraiment une période très dure, donc j'ai vraiment touché le fond. Donc
donc voilà, un postpartum dur, j'avais perdu mon papa aussi, la grossesse difficile, enfin, il y a eu plein de choses accumulées qui ont fait que, voilà, j'ai vraiment... j'arrivais plus à m'occuper des enfants, c'était difficile, j'avais plus d'énergie et j'étais en dépression tout simplement. Bon, d'avoir touché le fond aussi, ça m'a permis de réaliser. Et j'ai commencé une thérapie, j'ai commencé à essayer de prendre soin de moi, etc. Donc j'ai pris conscience des choses, j'ai mis des choses en place, mais il y a eu des hauts et des bas dans l'année. Euh, il y a eu des moments plus difficiles, notamment je commençais juste un petit peu à aller mieux avant notre voyage au Japon, et en fait de partir au Japon, donc on est parti 3 semaines, c'était entre mai-juin l'année dernière, et en fait 3 semaines à temps plein avec les 2 filles, euh, et il y avait les parents de Chou avec nous, enfin on était tous dans ce Airbnb là, à Tokyo, d'avoir jamais aucun moment pour moi, de break et tout. Et en plus, Lily Rose était dans une phase vraiment où elle faisait crise sur crise. C'était un peu dur. J'ai un peu pété un plomb au Japon. Voilà, je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, je crois pas. Ouais, ça a été très dur. Je pouvais plus, quoi. J'avais besoin de moments seuls, c'est ça que j'ai réalisé en fait, c'est que alors, j'aime mes filles plus que tout, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, en plus je les ai gardées toute leur première année de vie, elles n'ont été gardées qu'au bout d'1 an, elles ne sont gardées toujours que, enfin, 4 jours par semaine pour Lilamé, et même Lily Rose elle va à l'école, mais le vendredi après-midi on la récupère, donc on les a voilà 3 jours par semaine vraiment avec nous, voilà. C'est toute ma vie, mes filles, mais j'ai réalisé que j'ai besoin de ce moment seul, de pouvoir travailler, de pouvoir faire des choses pour moi. Et quand c'est 24 heures sur 24, et là pendant plusieurs semaines à l'étranger, dans un espace restreint et tout, voilà, c'était un petit peu dur psychologiquement, alors que je venais juste de me remettre et ça m'a fait un petit peu replonger. Mais voilà, après, voilà, ça a été haut débat. Mais sinon, de manière générale, je pense que quand même ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. C'est juste qu'il y a cette fragilité, donc il faut que je fasse attention. C'est tout. Voilà. Deuxième question. Pourquoi avoir choisi de vous installer à Amsterdam ? Bon, alors ça c'est une question auquel j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre vite fait quand même. Donc nous vivions au Japon depuis 3 ans. Enfin, j'adore le Japon, c'est moi qui avais voulu aller vivre là-bas. Je vivais là-bas avant de connaître mon mari, donc voilà. Mais il y a quand même des différences culturelles qui font que, en tout cas pour moi, au bout de plusieurs années, surtout quand on s'y installe, qu'on n'est pas là juste pour faire du tourisme, ou je sais pas, au début, moi j'y allais vous savez, en PVT, donc 1 an avec un visa, et après le but c'était de voyager et tout. Bon là ça va, c'est que du bonheur, surtout la première année, mais ensuite quand on y est pour travailler, quand on y est pour fonder une famille et tout ça, c'est là où toutes les différences culturelles ouais, se font plus difficiles. L'Europe me manquait, la façon de vivre, et surtout on voulait des enfants et on ne voulait pas les élever au Japon, justement à cause de ces différences qui, même pour Chou, donc lui, il faut savoir que donc, mon mari est japonais, mais il a grandi la majorité de sa vie en fait en dehors du Japon, enfin jusqu'en tout cas jusqu'à ses 18 ans, il vivait en dehors du Japon. Il avait juste passé 1 an ou 2 au Japon avant ça. Il a vécu en Europe, aux États-Unis, au Canada. Et en fait, les seules 2 années qu'il avait passées au Japon en étant petit, ça l'avait un peu traumatisé, le système scolaire là-bas. Enfin, c'est vraiment très différent de la mentalité européenne, où on a tendance, notamment pour les enfants, à vouloir que tout le monde rentre dans le moule, tout le monde doit, pour le bien collectif, doit accepter sans broncher, en gros, et c'est pas bien vu d'être différent, c'est pas bien vu d'exprimer ses opinions, ses envies, etc.
Donc vraiment l'opposé de par exemple ce qu'on peut trouver là aux Pays-Bas. Et nous c'était pas la façon dont on souhaitait éduquer nos enfants, voilà. Donc on s'était dit qu'il fallait qu'on trouve un endroit où vivre en Europe. Moi je voulais me rapprocher de ma famille. Euh, à l'époque, mon papa était déjà très malade et j'avais envie de me rapprocher de lui. Euh, et, euh, et puis pour le travail, je travaillais avec la France, donc c'était plus simple. Mais Chou ne parlant pas français, on se voyait mal vivre en France. Et moi, j'avais pas forcément envie de revenir vivre en France. Donc on a trouvé Amsterdam comme un bon compromis parce que bah, on y parle anglais, tout le monde y parle anglais. À l'époque, en tout cas, c'était très dynamique économiquement et donc on pouvait trouver facilement du travail pour Chou. Et, euh, et c'était assez facile à faire aussi d'aller à Paris avec le Thalys. Il y a aussi avec l'aéroport direct pour aller. Moi, ma famille vit dans le sud-ouest, donc pour aller à l'aéroport de Bordeaux, c'était pratique. Enfin voilà, c'était. Et on avait fait des recherches et clairement, la qualité de vie avait l'air géniale. Il y a plein d'études qui montrent que les enfants, les petits Néerlandais sont les plus heureux du monde. Et franchement, ça se confirme quand on le voit. Voilà. Donc tout ça nous avait donné envie de vivre ici et nous n'avons jamais regretté notre choix. Question numéro 4. Le Japon ne te manque pas trop? Alors, c'est une question très paradoxale parce que là, si vous me demandez, ça me manque terriblement. En fait, le Japon me manque tout le temps, mais j'aimerais pouvoir y aller, vous savez, genre un week-end, 3 jours, revenir, et surtout y aller seule. Euh, mais en fait, c'est pas possible. Déjà, là, en toute transparence, financièrement, on ne sait même pas si on pourra un jour y retourner. Maintenant, nous sommes 4, le budget est colossal. En plus, les parents de Chou vivent dans un tout petit appartement. Donc, en fait, ils ne peuvent pas nous héberger. Donc, quand on va au Japon, à chaque fois, on doit louer un logement. Et quand on y va évidemment pas pour une semaine. Chou voit ses parents une fois par an, une fois tous les 2 ans. Donc, bien sûr, on ne va pas y aller que pour 7 jours. Et donc on y va à chaque fois pour 3 semaines, donc 3 semaines de location de logement. Donc là les billets maintenant multipliés par 4. Et puis évidemment la vie sur place. Et en attendant, en fait, il faut continuer à payer toutes les charges qu'on a à Amsterdam qui sont gigantesques. Moi pendant ce temps-là, du coup, bah, j'ai pas de revenus aussi pendant que je suis au Japon. En gros, ça nous coûte, mais enfin, le dernier voyage, ça nous a coûté toutes nos économies. Enfin, j'ose même pas le dire, mais enfin, je compte même pas l'argent en fait qu'on a perdu en ne pas travaillant ou quoi que ce soit, mais je pense qu'en tout, ça nous est revenu dans les 15 000 euros. Et en fait, là, c'est clairement, on n'a plus du tout cet argent de côté. Donc, voilà. Techniquement, on ne peut pas aller au Japon, on ne sait pas si on pourrait y retourner. L'une des solutions, ce serait peut-être que Chou y aille seul il pense peut-être avec Lily Rose, comme elle est un peu plus grande, qu'ils y aillent que tous les deux et qu'ils arrivent à se serrer un peu avec ses parents pour les voir parce que bah voilà, ses parents sont âgés et que bah, chaque année on ne sait pas ce qui peut se passer et c'est triste et ça nous fait de la peine de ne pas pouvoir les voir. Mais moi, je rêverais de pouvoir y aller juste moi, ou juste nous deux. Parce que mine de rien, avec les enfants, c'est quand même fatigant et frustrant. On peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, c'est génial de partager ça avec elles. J'ai adoré, et évidemment, c'est trop beau de les voir découvrir leur culture, hein, parce qu'elles sont moitié japonaises, mes filles. Mais pour y avoir vécu seule 3 ans, j'ai tellement mes habitudes, j'aime tellement, enfin... Oui, j'ai envie d'y être seule et de pouvoir m'y balader et tout ça. Donc ça me manque, mais par contre, je ne me verrai pas y vivre en fait. Ça, la question s'est reposée après notre dernier voyage et moi j'ai dit à Chou que non. Bon, lui, au final, n'a pas envie hein, non plus. Mais je me verrais pas y vivre. Mais je rêverais d'avoir assez d'argent pour pouvoir y aller régulièrement, pour pouvoir y aller au moins une fois par an, pour pouvoir profiter plus, quoi. Voilà. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu préfères de l'aventure Monoé? Alors, qu'est-ce que je préfère? Alors, bah, déjà, ce que j'adore, c'est que c'est
un projet que j'ai conçu de A à Z, qui est sorti de ma tête et qui est exactement comme je le rêvais. Donc ça, c'est quand même merveilleux de voir quelque chose qu'on avait en tête, dont on rêvait depuis tant d'années, devenir concret. Et de voir surtout que ça plaît. En fait, je pense que ce que je préfère, c'est tous vos retours, tous vos mots adorables, votre enthousiasme, tout ça, ça fait chaud au cœur et ça motive. J'adore aussi évidemment la recherche, sélectionner les produits. Moi, ça fait des années que j'adore faire ça déjà, que ce soit dans tous les domaines, dénicher les pépites, mais notamment dans la papeterie. Et, je le faisais quand je vivais au Japon sur place. Et de voir que toutes les choses qu'à l'époque j'achetais pour moi et tout, maintenant je peux contacter les marques, travailler avec elles, vous les proposer sur la boutique. C'est vraiment génial. Donc j'aime beaucoup la partie recherche de produits, la partie créative aussi, même si j'aimerais avoir plus le temps, mais voilà, les photos, les vidéos. Et j'adore préparer vos commandes, j'adore voir ce que vous choisissez, vos sélections, voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que je préfère dans l'aventure Monoé. J'espère réussir à faire évoluer la boutique pour qu'elle grandisse et que je puisse proposer plus de choses. On va voir comment se déroule déjà cette année. Ça demande malheureusement beaucoup d'investissements financiers, des finances que je n'ai pas forcément. Donc pour l'instant, on fait encore petit à petit, mais on tâtonne. Mais si ça continue au moins comme ça et que si ça grandit, et ben c'est déjà super. Question numéro 6. Au début de Monoé, tu avais toute la marchandise en carton. Tu as installé une armoire pour que ce soit plus simple? Alors oui, et j'ai prévu de vous filmer un vlog justement où je vous montre toute l'organisation de rangement, parce que clairement, donc voilà, si vous avez vu les premiers studio vlogs consacrés à Monoé, aux premières collections, en fait, on avait un problème de rangement ici, c'est que j'avais aucun endroit où mettre la marchandise parce que je fais tout depuis chez nous. Voilà, nous n'avons pas les moyens de louer un local et tout ça, donc tout est stocké chez nous. Je prépare les commandes dans le salon, dans la salle à manger et tout. Et j'avais que une sorte de petite armoire incrustée, voilà, un petit placard en fait où je pouvais tout mettre et je laissais tout dans les cartons et en fait au moment de préparer les commandes, les collections, je sortais tout, je mettais tout par terre pour que ce soit plus simple. Bon, là ça allait au début quand j'avais pas énormément de produits, mais là j'ai plus de 200 références, il y en a encore d'autres qui arrivent, donc clairement c'est plus possible, surtout là avec les collections de Noël, tous les cartons qu'on recevait, c'était plus gérable. Donc nous avons acheté plein d'armoires Billy chez Ikea. Tout l'appartement en est rempli, on a des murs remplis en fait d'armoires dans lesquelles est rangée toute la marchandise. Je vous montrerai tout ça dans un prochain vlog. Mais bon, c'est encore pas assez, notamment tout ce qui est carton, tous les packaging et tout. Bon, tout ça c'est dans notre salle à manger, exposé, je n'ai pas le choix. Franchement, ça ce serait vraiment mon rêve ultime d'avoir un local, de pouvoir vraiment séparer la boutique de notre maison parce que voilà, ça empiète, c'est toujours le bazar et tout. C'est pas l'idéal, ce qui fait aussi que dès qu'il y a les filles, je peux pas bosser parce que si je commence à montrer la marchandise et tout, c'est foutu. Parce que les placards sont dans notre lieu de vie, donc elles respectent, hein, je leur ai dit de pas ouvrir et tout, mais si je leur ai jamais montré non plus ce qu'il y avait dedans, si elles commencent à voir qu'il y a plein de choses intéressantes dans les placards, vous pouvez être sûr qu'après ça va être, la tentation va être un peu grande, donc je ne peux jamais préparer de commandes quand elles sont là par exemple, ou des choses comme ça. Donc ouais, je rêverais d'avoir mon local, mais bon là clairement il va falloir que je vende beaucoup de choses, hein. Il faut que vous fassiez beaucoup de commandes sur la boutique pour que je puisse un jour avoir un local. Question 7. Est-ce qu'il y aura une vente Hello Kitty prochainement? Alors oui. Donc prochainement, normalement, je pense que ce sera courant avril, il y aura une vente Sanrio même. Donc tous les personnages Hello Kitty et ses copains et copines. Voilà. Et du coup, c'est lié à la question 8. Comment fais-tu pour choisir le thème des collections et les produits?
enfin moi je choisis les produits souvent en fonction des saisons déjà, donc évidemment en automne j'ai proposé des choses plus automnales, au printemps ça va être très sakura, tout ça, la collection printemps fleurie, voilà. Après il y a des petites, donc des collections plus indépendantes où ça peut être soit une seule marque comme j'avais fait pour Midori ou comme je prévois de le faire avec Sanrio. Mais sinon, en fait, c'est surtout que je suis les collections. En fait, c'est un peu comme dans la mode, en papeterie. Il y a des sorties de collections c'est parmi ces nouveautés que je pioche et c'est ces nouveautés que je sors, que je sélectionne. Je ne prends pas tout, évidemment, il y en a tellement. Donc, j'ai fait ma sélection parmi ces nouvelles collections. Et ensuite je les regroupe et selon si je vois il y a un thème qui ressort, je le fais. Mais je fais pas non plus des trucs trop niche, genre je vais pas faire une collection juste Saint-Valentin ou choses comme ça. Voilà, c'est plutôt, j'avais fait une collection, les collections de Noël, mais en fait c'était pas que des produits accès Noël, c'était aussi plein de produits qu'on peut offrir à Noël, des beaux cadeaux, etc. Mais voilà, c'est surtout très saisonnier. Il va y avoir la collection printemps, il y aura la collection été, après on verra. Je pourrais faire des collections peut-être plus, la collection pastel ou la collection tout ça. Mais là pour l'instant il y a trop de choses que j'aime qui ne rentreraient pas dans cette collection de niche. Et donc du coup je préfère juste faire des collections un peu plus larges, on va dire. Pour ce qui est de comment je choisis les produits, bah voilà, il y a différentes marques que je connais, que j'aime beaucoup. Et donc à chaque fois je regarde leur nouveau catalogue, les nouveaux produits qui sortent et je commande en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'en fait il n'y a pas de réassort, c'est que ce sont des collections saisonnales, limitées, et puis l'autre saison après la marque ne produit plus ou on passe à autre chose. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà. Et aussi je connais, je recherche des petits artistes, des petits créateurs japonais que je contacte et voilà, après je vends leurs produits sur la boutique. C'est que des choses que j'aime moi personnellement, que j'aime utiliser, qui correspondent à ma sensibilité. Et après, j'espère que ça vous plaira. C'est comme ça que je choisis. Je suis juste mes goûts, mes envies. Après, je vous fais des boîtes à questions aussi où je demande un peu ce dont vous avez besoin, envie. Et donc, j'essaye aussi de voir en fonction de ça. Mais généralement, ça se recoupe justement et je remarque que nous avons les mêmes goûts. Donc voilà. Question 9. Est-ce que les filles dorment mieux? Quand est-ce que ta deuxième fille a arrêté de dormir sur toi? La question à 1 million d'euros, à laquelle j'ai peur de répondre parce que dès que je parle du sommeil de mes filles, vous pouvez être sûr que le lendemain, c'est plus pareil. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers qui fait que si on ose dire qu'ils dorment, après le lendemain, elles se mettent à plus dormir. En fait, Lily Rose, donc mon aînée, son sommeil a toujours été très difficile. On a galéré et on galère encore alors qu'elle a 4 ans et demi. Bon, c'est beaucoup mieux que ça n'a été. Hein. Il a fallu 2 ans et demi avant qu'elle arrive à s'endormir seule. Mais elle a toujours un sommeil compliqué, elle a toujours vraiment besoin d'être accompagnée. Et maintenant, elle a la peur du noir qui s'est ajoutée. Donc, elle a besoin de dormir avec une lumière. Pas la petite veilleuse, hein, vraiment la lumière. Quoi. C'est plein jour dans sa chambre, la nuit. Raison qui fait qu'elle ne dort pas avec sa sœur parce que, en fait, nous les filles, normalement, elles devaient dormir dans la même chambre. On n'a que 2 chambres, de petites chambres, et elles devaient s'en partager une. Mais en fait, vu que Lily Rose a besoin de dormir avec la lumière, et que si Lilamé se réveille dans la nuit ou tôt le matin, généralement, elle a un petit micro-réveil vers 5 heures, elle pense que c'est la journée, et donc elle se réveillait, elle ne se rendormait pas. Donc c'était quand même très compliqué, donc on a décidé de sacrifier notre chambre. Ça fait quasiment 8 mois maintenant, je crois, que Lily Rose dort dans notre chambre et que nous dormons dans le canapé. Voilà.
Nous n'avons plus de chambre et je ne sais pas si on la retrouvera franchement. Voilà, c'était censé être temporaire, mais en fait, ce ne l'est pas. Mais au moins, les filles dorment mieux comme ça. Lilamé, elle, ça y est, elle dort... en fait, ça a été donc les 8-9 premiers mois très compliqués, où elle ne dormait qu'avec moi et qu'avec mon sein dans la bouche. Donc, elle n'a jamais accepté de tétine ou quoi que ce soit. Donc, c'était très compliqué. Déjà, moi, j'étais dépendante. Toutes les sièges, je devais les passer avec elle. La nuit, en plus, elle se réveillait toutes les heures. Et moi, je ne dormais pas. Enfin, c'était devenu l'enfer. Et puis, du moment où on a vraiment essayé... Enfin, on s'est fait accompagner, en fait, par une conseillère en sommeil et on l'a mis vraiment dans son lit à elle et j'ai quitté la pièce, donc j'avais déjà commencé à l'époque, donc j'ai dormi sur le canapé pour lui laisser la chambre seule. Elle avait son petit lit et Lily Rose dormait elle dans sa chambre à l'époque. Elle dormait dans son lit seule et bah ça a tout changé. En l'espace de quelques jours, ça y est, elle dormait seule et elle nous a toujours fait des belles nuits. Bon, alors des réveils tôt, mais bon, moi j'ai deux lèvres tôt. Lily Rose, ça fait 4h30 que le maximum qu'elle se réveille, c'est 6h. Bon, là, en ce moment, on a quelques réveils des fois à 7h. C'est quand même encore rare. On m'avait dit quand elle ira à l'école, tu verras, elle se réveillera tard et tout. On est plus souvent sur du 6h, elle se réveille même avant sa petite sœur. Voilà, on est sur des réveils entre 5h30 et 6h la plupart du temps. Donc voilà, deux lèvres tôt. Mais voilà, Lamé, depuis ce jour, elle s'est toujours endormie en pleine indépendance, avec le sourire dans son lit. Et jamais à la tétine et tout. Donc ça change la vie. Parce qu'il faut savoir, voilà, Lily Rose... pendant 2 ans et demi, on tenait son bras à travers le barreau, on devait rester le soir 1h30, 2h allongée à côté de son lit pour qu'elle s'endorme. Elle se réveillait la nuit, il fallait la bercer des heures. Non mais franchement, tout ce qu'on a fait, je serais incapable de le refaire aujourd'hui, enfin je m'en sentirais incapable. L'énergie qu'on a mis dans le sommeil de mon aîné là, c'est... Enfin, franchement, ça nous a détruit. C'était aussi pour ça qu'on avait hésité à faire un deuxième, parce qu'on n'arrivait pas, on attendait qu'elle dorme pour faire un deuxième. Mais en fait, ça n'arrivait pas. Donc à un moment, on a dit, bon, bah, elle va peut-être jamais dormir. Donc, allez, faisons la deuxième maintenant. Parce qu'on savait qu'on voulait 2 enfants. Mais franchement, c'était dur. Et ça allait encore. Elle se réveillait encore plusieurs fois dans la nuit et tout. Donc le sommeil c'est toujours le nerf de la guerre chez nous, mais surtout avec l'aîné. Avec Lilamé ça va mieux. On a, bah, comme tous les enfants, des petites... comment on appelle ça, des petites rechutes et des petits moments où c'est un petit peu plus difficile, mais ça passe assez vite quand même, et dans l'ensemble c'est bien. Et si sa sœur ne l'embête pas en faisant du bruit tout le matin, Lilamé peut dormir un peu plus tard le matin aussi, donc c'est une bien meilleure dormeuse que sa sœur. Voilà. Question 10. Comment s'est passée la rentrée de Lily Rose? Alors oui, donc Lily Rose a 4 ans et demi, mais aux Pays-Bas, on ne rentre à l'école qu'à l'âge de 4 ans. Donc c'est pour ça que sa rentrée s'est faite récemment. En fait, ici, on rentre à l'école le lendemain de son 4e anniversaire, exactement. Peu importe le moment de l'année, donc si votre enfant est né en mars, il rentrera à l'école en mars. C'est un système particulier, mais c'est comme ça. Et bah, ça s'est bien passé. Donc en fait, l'école, enfin il y avait plusieurs écoles dans notre quartier, donc on pouvait toutes les visiter. Et après on avait... fallait faire une liste de vœux. Et après, bah, selon les demandes, il y a des tirages au sort en fait organisés pour voir si on peut avoir l'école ou pas qu'on souhaite. Nous avons eu de la chance parce que nous avons eu l'école que nous souhaitions, notre préférée. Et aucun regret parce que vraiment l'école est géniale. Lily Rose s'y plaît beaucoup, elle s'est fait plein de copines. Elle s'est tout de suite bien adaptée. Les seules difficultés, je dirais, qu'on rencontre, c'est que bah, Lily Rose, elle faisait toujours la sieste et elle a toujours... ça a toujours été essentiel pour elle de faire des grosses siestes l'après-midi, et bah là il n'y a plus de sieste. En fait l'école dure jusqu'à 14h45 et ensuite elle va au BSO, donc c'est une sorte de centre aéré après l'école.
et il y a pas de sieste du coup. Et en fait, les journées sont longues et c'est très dur pour elle en fait. Les premières semaines, la maîtresse disait mais elle s'endort en classe et tout. Et nous, du coup, ça a aussi créé à la maison des grosses crises parce qu'elle est tellement fatiguée que quand elle rentrait le soir, elle déchargeait tout. Je pense que c'était aussi, c'est que c'est hyper stimulant. Euh, Avant ça, elle était gardée en fait chez une nounou, donc chez son assistante maternelle, et ils étaient que 4 enfants. Donc elle est passée pendant 4 ans, à être entourée que de 3-4 enfants, à d'un coup être à l'école avec plein d'enfants, et ensuite au BSO s'entraîner avec d'autres enfants, où ils font tout le temps plein d'activités, plein de choses. Donc c'est génial, parce que il y a plein de choses pour les enfants, mais c'est hyper stimulant en fait, et je pense que ça l'a beaucoup fatiguée, surtout que Lily Rose est une enfant hyper sensible vraiment, et du coup ça l'impacte encore plus. Donc ça fait des mois qu'on a eu des mois vraiment très durs avec des énormes crises, mais largement pire que le Terrible 2 ou quoi que ce soit. Enfin franchement c'était l'enfer à la maison. Ça va un peu mieux, ça se calme. Peut-être qu'elle prend le rythme en fait, elle s'habitue. Il y a encore des fois des crises, mais c'est quand même ça va mieux. Je pense aussi que les crises sont dues et étaient dues à un peu de frustration parce que du coup donc elle est à 100% en néerlandais hein, dans cette école, c'est une école néerlandaise. Euh, Son niveau de français et de japonais a pas mal diminué, même si elle parlait déjà que néerlandais chez sa nounou, mais elle y allait 3 ou 4 jours par semaine. Là c'est 5 jours par semaine, vraiment 100% néerlandais, et puis c'est plus soutenu le niveau quoi, évidemment avec tout ce qu'elle apprend à l'école, et du coup il y a de la frustration parce que à la maison, elle arrive pas à expliquer ce qu'elle fait déjà à l'école, parce qu'elle connaît pas le même vocabulaire en anglais ou en japonais, et si on comprend pas et tout, elle s'énerve vite. Donc ça, c'est un des petits soucis qu'on rencontre. On en a parlé avec sa maîtresse qui est venue chez nous, en fait. La maîtresse vient à la maison pour voir l'environnement dans lequel vit l'enfant, pour que l'enfant lui montre où il vit, etc. Et on en profite pour parler un petit peu de comment ça se passe. Et voilà, en fait, ce qu'il en ressort, c'est ça, c'est que même si elle parle elle parle bien néerlandais, elle comprend bien, mais elle n'a quand même pas le niveau de quelqu'un de natif, c'est normal, vu qu'à la maison on ne parle pas du tout néerlandais, déjà c'est un petit peu dur pour elle à l'école, ça lui demande plus de concentration en fait, et après il y a la frustration que nous on ne comprenne pas et qu'elle ne puisse pas tout nous expliquer. Donc ça c'est l'une des difficultés que l'on rencontre. C'était notre choix de la mettre en l'école néerlandaise parce que déjà c'est gratuit. Faut savoir que les écoles internationales c'est hors de prix, mais enfin voilà, surtout pour le niveau maternel, je vais pas mettre 12 000 euros par an, enfin on n'a pas cet argent, mais je veux dire 12 000 euros par an pour une année d'école maternelle, sans compter après le BSO, donc on paye ce centre aéré qui est déjà très cher aussi, qui nous revient à 1 000 euros par mois. Enfin voilà, en gros ça ferait quasiment 25 000 euros de budget par an juste d'école et de BSO. Et puis elles sont loin, les écoles, enfin elles sont pas dans notre quartier, donc c'est au niveau praticité aussi, c'était pas l'idéal. Et puis voilà, comme nous on prévoit, on a envie de rester là longtemps, c'est mieux pour elle qu'elle se fasse, enfin qu'elle soit dans le système néerlandais, qu'elle aussi du coup ses amis, c'est le quartier, c'est des amis du quartier qui vont dans cette école, donc c'est les amis qu'on retrouve à l'aire de jeu, avec qui elle peut jouer facilement. S'il y a des playdates à organiser, c'est plus simple pour même y aller à pied plutôt que d'aller à l'autre bout de la ville si elle va dans une autre école et tout. Donc voilà, c'était un peu la facilité. Et puis surtout, les écoles néerlandaises sont très réputées et le système est génial. Donc pourquoi aller payer quelque chose quand on peut avoir un bon système éducatif gratuit? Mais c'est vrai que du coup, c'est en néerlandais et que nous ne parlons pas néerlandais, donc ça c'est vraiment une problématique. Clairement, on a de la chance, sa maîtresse parle très bien anglais, donc nous on arrive à échanger en anglais. Mais bon, à terme, on sait que ça va devenir un handicap. On va voir, on gère au jour le jour. Question 11.
À quand un nouveau vlog bouquin? Alors j'avais fait un reading vlog l'année dernière. Il n'avait pas super bien marché, voilà, en toute transparence. Je crois que c'est une des vidéos qui allait moins bien marcher. Alors que j'ai beaucoup de demandes, alors que même sur Instagram, enfin tout le temps on me demande des recommandations, lecture et tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, déjà je vous remets le lien. J'avais partagé 20 bouquins que j'avais lus qui m'avaient redonné goût à la lecture, donc essentiellement de la romantaisie. Euh, mais je prévois de refaire une autre vidéo quand même parce que c'est ma passion, je ne fais que lire et voilà, peut-être que celle-ci marchera mieux. Donc oui, je prévois d'en tourner une là dans les semaines à venir parce que j'ai lu évidemment plein d'autres choses depuis, enfin, j'ai lu une centaine de livres donc je veux partager, mais je partagerai peut-être mes 10 séries coup de cœur parce que moi je lis par série du coup, donc à chaque fois une série c'est 3-4 bouquins par série donc voilà, je vais peut-être vous faire ça prochainement. Voilà, si vous en avez envie, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît, ces vidéos. Et voilà, si vous n'avez pas déjà vu l'autre, allez la voir. Question 12. Quels artistes, contes, magazines, livres nourrissent ta créativité en ce moment? Ça c'est une bonne question. Alors j'ai peu de temps pour vraiment, on va dire, nourrir ma créativité au sens propre. J'ai pas fait d'expo depuis très longtemps, par exemple. J'ai pas acheté de nouveaux bouquins, à part ceux que je vous ai présentés dans le premier vlog là, de cette année. Je vous ai montré les bouquins que je me suis offert pour Noël. Donc si vous voulez regarder la vidéo, si c'est pas déjà fait, notamment le bouquin sur le scrapbooking et tout. Donc là, pareil, ça m'a inspiré un petit peu. Mais sinon, j'ai pas fait d'achat de beaux livres, par exemple. Après, niveau compte, je me suis mis à suivre pas mal de comptes consacrés au journaling, scrapbooking. Je vais vous en mettre quelques-uns, là, mes préférés. Voilà, pour m'inspirer, vu que, bah, comme vous le savez, si vous avez regardé les précédents vlogs, j'ai vraiment décidé cette année de me consacrer beaucoup à ça, au journaling. Après, moi, je suis toujours, par contre, des comptes d'artistes, que ce soit de céramistes, d'illustrateurs. Par exemple, parmi les comptes d'illustratrices, oui, alors, un illustrateur, je vous en parlais la dernière fois, c'était Connie. En illustratrice, j'aime bien Kelly Keiko. Je vous mets son compte Instagram, j'aime beaucoup son univers. Parmi les céramistes, j'aime beaucoup le travail de Apolline Muet, que je trouve très poétique. J'ai prévu de lui commander là, une tasse lors de la sortie de sa prochaine collection, donc j'ai hâte de l'avoir sortie. Après, je suis pas mal d'illustratrices japonaises, donc j'aime bien par exemple Erika Suda, illustration. Évidemment, Aiko Fukawa, que vous connaissez, parce que je vends pas mal de papeterie qu'elle a illustré sur la boutique. Ensuite, qui d'autre? Je regarde mon compte Instagram pour voir. Ah oui, une découverte récente dont j'aime beaucoup l'univers, c'est By Jessica Elena. Je vous mets son compte Instagram aussi. C'est très coloré, c'est très enfantin, les traits. C'est elle qui m'a notamment donné envie de faire mon petit sketchbook au crayon sans me prendre la tête. Elle dessine beaucoup de fleurs, beaucoup de petits animaux. J'aime beaucoup son travail. Évidemment, il y a certains comptes que je suis toujours sur mon compte, avec mon compte Instagram, les comptes de mes copines créatrices de contenu et tout. Mais je ne suis plus trop à la recherche de comptes pour m'inspirer, en tout cas pour tout ce qui est, par exemple, intérieur, vie de tous les jours et tout. Je suis beaucoup plus sur YouTube aussi maintenant, j'aime bien regarder les vlogs. D'ailleurs, je suis à la recherche de nouveaux comptes qui
font des vlogs, que ce soit créatifs ou vie de tous les jours ou vie d'expat et tout. Si vous en connaissez des biens, s'il vous plaît, partagez-les en commentaire parce que je galère, j'ai plus grand chose à regarder sur YouTube. Il y a la chaîne de Estelle Nodata que j'adore, qui est devenue une copine, elle est graphiste, mais même si vous n'êtes pas graphiste, moi j'adore regarder ses vidéos, je la trouve super inspirante, justement elle partage souvent ses sources d'inspiration, elle partage aussi son quotidien, j'aime trop ses goûts, elle aime aussi le rose, le vert, comme moi, et elle est trop drôle, j'aime vraiment énormément ses vidéos, voilà, et je regarde essentiellement les vidéos d'Estelle, je regarde aussi Lana Songe, si vous la connaissez pas déjà, filez la suivre parce que j'adore aussi, elle est illustratrice et elle partage son quotidien. C'est vraiment elle qui m'avait donné envie d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup. En gros, ce sont les deux que je suis régulièrement au niveau vlog. C'est la Noémie du montage qui vous parle. Je réalise en montant ce vlog que j'ai oublié l'une de mes inspirations qui est Laura Travel Book. Je l'adore, j'adore Laura. Bon, déjà, c'est une personne adorable et en plus elle est tellement inspirante, donc elle peint, elle fait de l'aquarelle, mais pas que, elle partage son quotidien qui est toujours très poétique, elle aime beaucoup tout ce qui est brocante, les petites choses simples de la vie, et elle les partage sur son compte Instagram, et aussi sur YouTube sous forme de vlog, et je les adore, voilà, même sa voix est trop apaisante. Je lui avais envoyé un petit colis Monoé qu'elle avait adoré, donc j'étais trop contente. Bref, j'adore Laura, donc si vous ne la suivez pas déjà, n'hésitez pas à aller regarder son travail. J'aimerais bien voir aussi d'autres peut-être personnes comme moi qui ont des petits shops. J'aime bien voir les studios vlogs en fait. Je trouve ça inspirant de voir comment les gens s'organisent. Mais pas axé que boulot. J'aime bien quand c'est mélangé un peu aussi avec la vie de tous les jours. Donc voilà. Si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Dernière question, question 13. Des idées pour 2 jours entre copines en mode chill gourmand à Amsterdam. Évidemment, il y a un peu les quartiers incontournables comme Jordan, qui s'écrit avec un J, hein, le J se prononce IA en néerlandais. C'est vraiment le quartier, un très beau quartier dans Amsterdam qui est très agréable pour se balader. Où il y a le Nordmarkt, si vous allez le samedi ou le lundi, il y a le marché et tout, c'est très agréable. Donc moi c'est toujours les quartiers, j'ai un quartier où j'aime bien me balader avec Victoria, un petit peu plus au nord de... C'est là où il y a toute la rue aussi, où il y a toutes les friperies, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc il y a pas mal de petits cafés que j'aime bien, Toki, dont je vous parle aussi je sais pas combien de fois. Donc, tout ce quartier-là, j'aime beaucoup. Ensuite, autre quartier que j'aime beaucoup, c'est le quartier tout autour de... où il y a Filmalen, Foodalen. Foodalen, comment on appelle ça? C'est un... Mince, une sorte de lieu où il y a tout de street food et puis on peut tous manger, je sais pas, il y a ça maintenant dans toutes les grandes villes, je sais qu'il y en a à Lisbonne, il y en a à Londres, enfin voilà, c'est un lieu très très sympa où vous pouvez manger, et il y a aussi des petites boutiques, il y a un cinéma, et aux alentours, c'est très agréable, c'est là aussi où il y a le café Brioche, vous savez que j'adore, dont je vous parle aussi tout le temps si vous me suivez sur Instagram. Donc ça c'est un quartier que j'aime bien. L'autre quartier que je préfère c'est De Pipe. Pareil, en fait il faut juste se balader dans les rues. En fait Amsterdam c'est très petit, c'est vraiment très très petit. Alors après ça dépend d'où vous venez ou où vous vivez. Vous ça vous paraîtra peut-être grand si vous venez d'une petite ville en province en France. Mais je veux dire, c'est très petit comparé à Paris, par exemple. La ville, elle se traverse en 30 minutes. Alors pas à pied, mais je veux dire à vélo ou en tram, en 30 minutes, c'est traverser la ville. Vous avez tout fait. Et à pied, ça se fait facilement. Toute la ville se fait très facilement à pied, sans souci. Donc, il vous suffit de juste marcher. Et vous en prendrez plein les yeux parce que vraiment tous les quartiers sont mignons, l'architecture est jolie, il y a des petits cafés, des petites boutiques sympas partout, donc c'est difficile de se tromper. Ce que je vous conseille, c'est juste de faire attention des fois aux adresses un peu trop instagrammables, qui sont pas forcément les meilleures gustativement parlant, on va dire. Comme moi, par exemple, je sais que Pluck est très connu, Pluck,
cas sur les réseaux. C'était l'une des premières adresses d'ailleurs que j'avais faites en arrivant à Amsterdam. J'avais été vraiment déçue, gustativement parlant, c'était pas dingue. Alors après ça a peut-être changé parce que moi ça fait 6 ans que j'habite là, ils ont peut-être changé de cuistot, je sais pas. Mais voilà, des fois non plus quand c'est trop vendeur Instagrammable, c'est pas forcément les meilleures adresses. Mais sinon la plupart du temps, franchement, tout est génial ici. Il y a plein de super cafés, il y a plein de super boutiques. Donc moi je vous dis juste, justement, si vous êtes en mode chill, bah prenez un quartier, baladez-vous, laissez-vous guider autour des canaux, faites voilà, marchez, regardez partout et c'est que comme ça que vous allez vraiment connaître la ville et vous allez faire plusieurs quartiers même parce que bah, ça se fait facilement toute la ville comme ça et c'est le seul conseil que vraiment je puisse vous donner. Je vous conseille aussi quelque chose de sympa à faire, c'est si vous le pouvez, c'est de louer un bateau. On avait fait ça cet été. Voilà, louer un bateau si vous êtes 4 par exemple ou plus, c'est vraiment chouette, il n'y a pas besoin de permis et puis vous pouvez faire tout sur les canaux à votre rythme pendant 2 heures ou quoi. C'est vraiment trop chouette de voir la ville depuis les canaux, c'est un autre point de vue et c'est très agréable. Bon par contre il faut que la météo soit avec vous bien sûr, mais voilà, c'est quelque chose de très agréable à faire. Voilà pour les petits conseils un petit peu tourisme, mais voilà, sinon il y a mes stories à la une sur Instagram, je mets toutes mes adresses. Vous avez mes précédents vlogs tournés dans Amsterdam, vous suffit de regarder mes anciennes vidéos, souvent je fais une journée, un quartier, et puis après je vous emmène dans toutes mes bonnes adresses et tout, donc il vous suffit de noter. J'avais fait aussi un vlog à Den Haag, qui est une ville que je vous recommande. Si vous cherchez aussi une autre ville qu'Amsterdam, parce qu'il n'y a pas que Amsterdam aux Pays-Bas, il y a plein d'autres chouettes villes. Den Haag, donc La Haye en français, c'est mon autre ville coup de cœur, j'aime beaucoup, et aussi Utrecht. Voilà. Vous savez tout. J'espère que ce petit FAQ vous a plu. Si vous avez d'autres questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai. Et puis, bah, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de me suivre si ce n'est pas déjà fait, c'est trop important. Et puis, bah oui, de laisser des commentaires, tout ça. Enfin, il n'y a que comme ça que YouTube il sait que vous aimez mon contenu. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.